peu de gens réalisent que si Darwin s'est trompé, c'est toute notre conception de l'histoire du monde qu'il faut revoir, sans parler de toutes les conséquences au niveau social, politique et bien sûr spirituel. Saviez-vous que Charles Darwin n'a jamais eu le moindre diplôme scientifique ? Son seul diplôme était en théologie. Il avait étudié la Bible, mais l'avait finalement rejeté en acceptant le naturalisme philosophique, c'est-à-dire l'idée que tout avait une cause naturelle, sans l'action d'aucun dieu ou force surnaturelle. Surprenant, non ? L'approche scientifique moderne se résume en 4 étapes claires. D'abord, on réfléchit, on brasse des idées, on imagine. Puis on formule une hypothèse bien définie et testable. Et on expérimente de façon à valider ou rejeter l'hypothèse. C'est alors qu'on peut défendre l'idée de départ. Ça, c'est de la science. Darwin, lui, se contente d'observer, de réfléchir. C'est la phase 1. Puis il passe directement à la phase 4, en imaginant comment les choses ont dû se passer. Aucune hypothèse testable et aucune expérimentation. Son approche est philosophique, intellectuelle, mais aucunement scientifique. De plus, il extrapole continuellement du genre « je ne vois aucune limite à ce que » ou encore « avec suffisamment de temps, il était tout à fait possible de ». C'est à peine croyable. La grande épopée de sa vie, c'est en 1831, son voyage à bord du Beagle en Amérique latine, qui l'a conduit sur différents rivages, dont les célèbres îles Galapagos. Il accompagnait juste le capitaine Fitzroy, mais son intérêt pour la faune, les fossiles et tout ce qu'il découvrait lui a fait endosser le titre de naturaliste. Darwin n'avait avec lui que 2 livres, la Bible qu'il considérait écrite par des gens ignorants et le tout nouveau livre de Charles Lyell, Principes de géologie. Lyell prônait l'actualisme qui postulait que la Terre avait été façonnée lentement par les mêmes forces que celles qui agissent encore aujourd'hui. Pour lui, le présent est la clé du passé. Darwin reprit cette thèse pour les êtres vivants et considéra donc qu'ils avaient dû évoluer graduellement sous la seule action des causes visibles encore aujourd'hui. En Argentine, alors qu'il remontait le Rio Santa Cruz, Darwin s'émerveilla devant la large vallée qui bordait le fleuve. Il écrit bien que le courant soit de faible puissance, la rivière a pu, dans le cours des âges, produire par son érosion graduelle un effet dont il est difficile de juger la quantité. En fait, cette rivière provenait d'un glacier dont le front en avançant s'effondrait et libérait d'un coup d'énormes quantités d'eau retenues dans les lacs glaciaires. En 90 ans, cela s'est produit pas moins de 19 fois, provoquant à chaque fois de petits déluges locaux qui ont raviné le sol et façonné cette large vallée. Non seulement Darwin avait imaginé une similitude entre les processus biologiques et géologiques, mais même en géologie, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour l'homme de la rue, les fossiles sont la preuve de l'évolution. Grave erreur. Souvenez-vous de Sélacanthe fossilisé, daté de plus de 65 millions d'années, et considéré comme forme de transition vers les vertébrés terrestres. On imaginait qu'il avait quitté les eaux profondes et qu'il avait réussi à se hisser sur la berge grâce à ses palmes. La fiction s'est brisée quand on a retrouvé des sélacanthes bien vivants et totalement identiques aux fossiles retrouvés. Ils n'ont pas évolué et ne grimpent pas sur les rivages, mais ils nagent comme tous les poissons. Darwin lui-même a écrit « Pourquoi chaque strate géologique n'est-elle pas remplie de tels maillons intermédiaires ?» C'est peut-être là l'objection la plus évidente et la plus sérieuse que l'on puisse opposer à la théorie. Mais il a vite trouvé une parade. L'explication tient, je crois, dans l'extrême imperfection du registre fossile. 150 ans plus tard, son explication ne tient plus. On a retrouvé des milliards de fossiles, dont 250 millions ont été répertoriés. Un article de Nature reconnaît que le registre fossile est suffisamment complet pour avoir une vue d'ensemble. Et Stephen Jay Gould a carrément déclaré que les représentations de nos manuels scolaires ne sont que des spéculations. Autrement dit, les fossiles ne démontrent aucune évolution, mais montrent juste la stabilité des espèces et ne font que constater leur brusque apparition au cours des âges. À l'époque de Darwin, la cellule était vue comme une petite boule de gelée. En fait, on sait aujourd'hui que chacune d'elles possède un réseau de communication comparable à l'Internet, des processus chimiques extrêmement complexes et un ADN de plus de 3 milliards de bases. Darwin avait même imaginé qu'avec un petit étang chaud,
contenant toutes sortes d'ammoniac et de sel phosphorique, de lumière, chaleur et d'électricité, il se formerait naturellement des protéines. Mais il ne connaissait pas la structure complexe des protéines et ignorait qu'une cellule ne se résumait pas à un amas de protéines. C'était juste une spéculation de plus. La sélection naturelle, c'est le cœur de la machine darwinienne. C'est l'idée simple que dans une population, il se produit par hasard de toutes petites variations qui donnent un avantage à certains individus. Ils sont donc mieux adaptés, perdurent, alors que les autres disparaissent. C'est ainsi que la population subirait progressivement une évolution. Darwin avait correctement constaté avec ses fameux pinsons le phénomène de l'adaptation qui est réel et bien connu. Mais une adaptation ne signifie pas création d'une entité biologique complètement différente. C'est juste la faculté à s'adapter légèrement dans certaines limites. Ne connaissant rien à la génétique ou à la biologie moléculaire, il s'était borné à imaginer et extrapoler. On connaît aujourd'hui précisément le mécanisme des mutations. Elles existent, mais sont très majoritairement délétères. Et le résultat global est une évolution à l'envers. Il faut plutôt parler de dévolution. Une modélisation précise montre le résultat implacable. Toutes les espèces dégénèrent et aboutissent finalement à l'extinction après un certain nombre de générations. On est exactement à l'opposé de l'évolution et avec l'avancée de la science, toutes les spéculations de Darwin s'effondrent les unes après les autres.